Chers Lyndon et Helga Larouche, chers participants à cette conférence, l'ordre mondial existant a fait son temps, mais tant qu'il continuera à exister, l'humanité sera menacée par une troisième guerre mondiale nucléaire, conséquence de la propagation des conflits au Moyen-Orient, en Ukraine et en Corée du Nord, et par un effondrement du système financier spéculatif mondial qui sera tout aussi destructeur. Les institutions internationales de la mondialisation, créées par les principaux pays capitalistes sous l'égide des États-Unis, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, la Banque mondiale et la BERD, Banque européenne de reconstruction et de développement, n'ont pas réussi à résoudre un seul des problèmes les plus graves auxquels l'humanité est confrontée. La fin d'inaccessibilité des soins médicaux et d'éducation pour des milliards de personnes, la toxicomanie, le trafic des êtres humains et de leurs organes, et le terrorisme qui est rampant aujourd'hui sur tous les continents de notre planète. C'est pourquoi, il y a un mois, 15 000 scientifiques venant de 184 pays ont publié un appel qu'ils appellent leur deuxième avertissement à l'humanité. Le premier avait été publié en 1992, identifiant les menaces mondiales et proposant aussi des moyens pour les résoudre. Dans ce contexte, les personnes raisonnables ne peuvent manquer de comprendre la nécessité d'un changement radical de paradigme dans les relations internationales et du modèle actuel de la mondialisation. L'histoire récente nous montre que c'est la Chine, cette civilisation vieille de 5000 ans, qui propose ce nouveau paradigme, adoptant de manière créative le modèle le plus récent d'une économie socialiste. La République populaire de Chine, avec la plus grande population sur Terre, avec une inégalité de revenus importante entre les régions, un niveau de vie bas et un retard économique et militaire, cette République de Chine a pu cependant, en une période incroyablement courte, se transformer en puissance agro-industrielle. Son PIB a dépassé celui des États-Unis. Et la Chine, si on compare la dynamique, la Chine devance les États-Unis et l'Union européenne dans le rythme et l'ampleur de son développement. Non seulement elle explore avec confiance l'espace extra-atmosphérique avec son ambitieux programme lunaire, mais elle montre aussi au monde entier des succès indiscutables dans la résolution des problèmes sociaux. Alors qu'il y a 5 ans, 100 millions de personnes vivaient encore dans une pauvreté profonde en Chine, l'on compte aujourd'hui en 2017 seulement 43 millions de pauvres. Et d'ici à 2020, la pauvreté sera éliminée selon le plan du Parti communiste chinois. Le président chinois Xi Jinping renforce activement les liens internationaux, trouvant de nouveaux marchés pour les produits chinois, dont la production croît au rythme le plus rapide au monde. Le gouvernement chinois a clairement intérêt à construire les alliances économiques solides et de bonnes relations diplomatiques. Et tout cela nécessite une doctrine constructive de développement, c'est-à-dire une doctrine de coopération au lieu d'une concurrence sans merci, d'intrigues ou de spéculations financières. Voilà donc la conception sous-jacente à l'initiative de la Chine présentée par Xi Jinping en septembre 2013 pour créer le modèle économique de la nouvelle route de la soie sous le slogan « Une ceinture, une route » à une échelle sans précédent. Le projet prévoit, et c'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans le monde auparavant, il prévoit des investissements de 3 000 milliards de dollars et déjà une centaine de pays participent à cette initiative dans divers continents.
Le président chinois a fait part de ses principes fondateurs lors du forum spécial sur la ceinture de la route qui s'est tenu à Beijing en mai 2017. Les participants étaient des chefs d'État ou des gouvernements de plus de 30 pays, des dirigeants d'institutions publiques nationales et internationales et des hommes d'affaires. Plus de 1200 participants en tout. Et d'ici 2030, a promis Xi Jinping, ce projet aura été réalisé. Ce sera une véritable transformation de la civilisation, un changement du monde pour le mieux. Est-ce que la communauté mondiale a besoin de cela? Oui, c'est extrêmement important et l'urgence est très grande. C'est pourquoi il est si important que les responsables gouvernementaux, les politiciens, les experts et la diplomatie populaire soutiennent l'initiative chinoise. Y aura-t-il, ou plutôt n'y a-t-il pas déjà des opposants à cette initiative? Sans doute, il y en a et il y en aura dans le futur. Les apologistes de l'ancien ordre mondial lutteront contre elle de toutes leurs forces. Après tout, le système actuel de mondialisation crée des conditions très confortables. C'est pour les spéculateurs de tous bords, pour les trafiquants de drogue, pour des fonctionnaires corrompus, pour enfin les faucons de la guerre, représentant le complexe militaro-industriel le plus puissant du monde, ainsi que les terroristes qu'ils engendrent. L'une des armes dans leur arsenal de moyens pour déstabiliser la situation sur divers continents est la création d'États suicides. Réfléchissez un peu. Des États suicides, des pays qui s'autodétruisent, qui détruisent leur propre souveraineté et les fondements de leur économie, leur population, leur science et leur culture, afin de favoriser les foyers de tension, des zones de conflits sanglants et de mobiliser des ressources énormes pour provoquer et mener des guerres. Dans ces pays, le pouvoir est détenu par des agences armées, aussi bien étatiques que non gouvernementales, qui drainent les budgets de leur propre pays et condamnent les populations à des souffrances inimaginables. Un exemple frappant de cette lutte de l'ancien ordre mondial contre le nouveau est, bien sûr, l'Ukraine. Ce n'est pas un hasard si précisément à l'automne 2013, lorsque le monde découvrait l'annonce du projet de nouvelle route de la soie par Xi Jinping, le coup d'État avait commencé en Ukraine. Le monde entier sait maintenant que cela s'est déroulé selon les plans, sous la direction et avec le puissant soutien médiatique, financier et organisationnel des États-Unis. Le graphique montre ici la conséquence des politiques adoptées en Ukraine après ce coup d'État, c'est-à-dire sous son intégration dans l'Union européenne et l'OTAN, et sa politique de confrontation avec la Russie, tous complètement sous la direction extérieure des États-Unis. Voyez ce graphique. Le PIB est représenté par la ligne la plus grasse qui est en haut. Le PIB réel, selon les statistiques de la Banque mondiale pour les 3 années 2014 à 2016, a diminué de moitié. Comparé à 2013, il a atteint 50,9% de son niveau de 2013. Même la croissance projetée de 2% du PIB pour 2017 ne va pas changer les choses de beaucoup. Elle n'ajoutera que 1% par rapport au niveau de 2013, c'est-à-dire donc à 51,9%. Je devrais noter que le modèle économique libéral appliqué depuis 1992 à l'Ukraine, selon les prescriptions et les prêts du FMI, avait déjà été ruineux pour mon pays. Avec un PIB réel en 1990 de 261,9 milliards de dollars, l'Ukraine était l'un des 10 premiers pays du monde en termes de PIB par habitant. Et en 2016, le PIB réel ne représentait que le tiers du niveau de 1990, c'est-à-dire 93,3 milliards de dollars. Et les 3 dernières années ont porté un coup encore plus dévastateur au PIB à travers la désindustrialisation forcée du pays.
Hier, nous parlions à cette conférence, c'est des projets pour l'industrialisation de l'Afrique. J'en ai presque pleuré dans cette conférence. Voilà que mon pays, l'Ukraine, traverse un processus de désindustrialisation profonde, mais l'Afrique est en voie d'industrialisation et l'Ukraine passe par cette catastrophe. Un élément clé de ce processus de destruction est l'idéologie de l'intégration européenne de l'Ukraine, qui a conduit à la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne en 2014, qui a provoqué l'ébranlement de la coopération avec la Russie, la perte des énormes marchés russes pour la production industrielle de l'Ukraine. En conséquence, des secteurs entiers de notre économie nationale ont été perdus. La construction des fusées, la construction navale, l'industrie aéronautique et l'industrie automobile. Tout cela n'existe presque plus en Ukraine aujourd'hui. Et les machines-outils, qui constituent le noyau puissant de l'industrie en Ukraine, représentant 30,5% de la production industrielle totale en 1990, en 2013, cette part est tombée à 10% pour arriver de 1990 à 2013, il y a eu une destruction terrible, en particulier de la capacité de production de machines-outils. Mais ce qui s'est passé depuis 3 ans est encore plus grand. La part est tombée maintenant à 5,8% de la production industrielle totale en 2016. Et si cette tendance se maintient, en 2020, la production de machines-outils ne représentera plus que 2% de l'ensemble de la production industrielle ukrainienne. Considérant que depuis 3 ans, la production industrielle est tombée, c'est de 25%, donc depuis 2014. Dans ce contexte, bien sûr, il y a eu une forte augmentation du chômage et du nombre de travailleurs qui quittent le pays. Même avant les combats dans le Donbass, plus de 4 millions de personnes étaient parties chercher du travail en Russie et plus de 2 millions s'étaient rendus dans les pays de l'Union européenne. Le coup d'État, la guerre dans le sud-est de l'Ukraine, les répressions politiques massives et la désindustrialisation brutale ont tous contribué à l'exode de la population. Avec l'introduction en juin 2017 de la possibilité de voyager sans visa vers l'Union européenne, cela ne fera qu'augmenter. Permettez-moi de donner l'exemple de la Pologne. En 2013, 9 800 citoyens ukrainiens travaillaient en Pologne avec des visas de travail. Au premier trimestre de 2017, ce nombre a été multiplié par 10 pour atteindre 98 000. De plus, environ 1 million d'Ukrainiens travaillent en Pologne avec des permis de travail temporaires. Et le ministre polonais des Affaires étrangères, Waszkowski, a déclaré que 1,3 million de visas avec le droit de travail auront été délivrés aux Ukrainiens en 2017 et qu'en 2018, ce sera donc pratiquement le double, c'est-à-dire 700 000 Ukrainiens qui vont suivre. Et c'est sans compter combien de mes concitoyens sont contraints par le besoin et le chômage de fuir vers la Tchéquie, la Hongrie, l'Allemagne, l'Espagne, la Slovaquie et d'autres pays. Et ceci, c'est parce que les conditions de vie chez nous deviennent de plus en plus insupportables et pas du tout sécures. Par exemple, la personne qui a été élue meilleure professeure de l'Ukraine, une dame qui a été honorée ainsi, elle est partie travailler en Italie. En dépit de son titre, c'était en 2016.
Regardez maintenant ce graphique. Ici, voilà la hryvnia ukrainienne, la monnaie ukrainienne, et on voit en haut que ces 3 dernières années, notre monnaie nationale a été dévaluée par rapport au dollar par un facteur de presque 3,5. Des 8 hryvnias par dollar, on est passé en 2013 à presque 26,5 hryvnias pour le dollar aujourd'hui. C'est toutes les ressources naturelles et les capacités de production ukrainiennes qui sont dévaluées par le même coût. Les prix en Ukraine dans cette période ont augmenté d'un facteur de près de 3, presque un triplement des prix. Il y a du vol caché, il y a du vol à ciel ouvert, c'est des ressources naturelles et des capacités ukrainiennes. Et regardons maintenant les changements dans le salaire minimum mensuel. C'est la dernière courbe dans le graphique. Même si les prix et les taux étaient en très forte hausse, le salaire minimum en 2015 et 2016 ne représentait que la moitié de la valeur de 2013. Et ce n'est que le 1er janvier 2017 qu'il a été légèrement augmenté, pour atteindre en dollars américains 123 $, 3200 hryvnias, ce qui est encore 20% en dessous du niveau de 2013. Le système de salaire en Ukraine est terriblement inégalitaire. Les chefs d'entreprise, les fonctionnaires importants gagnent des millions de hryvnias, des dizaines de milliers de dollars par mois. Alors que le simple citoyen, l'employé de base, ne gagne que 100 à 200 $ par mois. C'est le salaire courant en Ukraine. Donc les gens sont obligés de laisser leur santé se dégrader et se privent de loisirs et de vacances, tout en faisant 2-3 emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont obligés à renoncer à avoir des enfants ou à fuir le pays. La situation des retraités est encore pire. Comme le montre la courbe, la dernière sur le graphique, la retraite minimale mensuelle établie par le régime Euromaïdan est restée à moins de la moitié de son niveau en 2013 au cours de ces années. La moitié des 11,8 millions de retraités en Ukraine reçoivent ce niveau minimum. Et la réforme des retraités adoptée le mois dernier, comme l'exige le FMI, n'a fait qu'aggraver la situation, augmentant en fait l'âge de la retraite, réduisant le montant de chaque pension et privant des millions de salariés de leurs prestations de retraite. C'est pourquoi la population de l'Ukraine subit un taux de mortalité terrible. L'Ukraine occupe la première place en Europe en 2017 au niveau de non seulement son taux de mortalité de la population, mais aussi au niveau des maladies mentales en Europe. Selon les statistiques officielles, sur les 52 millions d'habitants de l'Ukraine en 1990, il n'en reste que 42 millions. Mais contrairement à la pratique, et ça n'inclut pas la Crimée et le Donbass, mais contrairement à la pratique internationale consistant à faire un recensement tous les 10 ans, aucun n'a été réalisé en Ukraine depuis 2001. Et c'est quelque chose de délibéré, parce que le régime ne veut pas répondre du génocide et il veut pouvoir commettre des fraudes électorales en enregistrant des millions d'âmes mortes. А самая точная оценка – это по нормам потребления хлеба. На Украине сейчас осталось. Se basant sur le niveau de consommation de pain, les économistes estiment que pas plus de 25 millions de gens ne vivent aujourd'hui en Ukraine. Depuis, donc 5-6 millions sont en Crimée et dans la République de Donbass.
Et si on prend, donc, si on élimine ces 6 millions qui sont à l'extérieur, l'Ukraine aura perdu 21 millions de personnes depuis 1990 par l'émigration et l'excès de décès par rapport aux naissances. Lorsque j'ai entendu les représentants égyptiens ici dans cette conférence hier parler du fait que leur taux de croissance démographique naturelle est très important, je peux dire que celui de l'Ukraine est double par rapport au taux de croissance de la population en Égypte. Le rapport des Nations Unies de 2017 sur le développement humain note que l'Ukraine est passée de la 50e place sur l'indice de développement humain en 2015 à la 84e place en 2016. L'Institut Gallup aux États-Unis a publié ce mois-ci une étude classant l'Ukraine parmi les 3 pays ayant le taux de souffrance le plus élevé au monde, aux côtés de Haïti et du Sud-Soudan. L'enquête a montré que seulement 9% de la population en Ukraine se considère comme prospère. 41% souffrent et 50% se situent quelque part entre les deux. L'un des facteurs de souffrance supplémentaire de la population ukrainienne est l'augmentation démesurée des tarifs de gaz, d'électricité et d'eau dans les logements. L'augmentation des tarifs de gaz au cours des 3 dernières années, illustrée par le graphique, deuxième ligne, est un bon exemple. C'est donc dans les 3 dernières années, si on pense en dollars, ce taux a augmenté par 3. Nos retraites sont payées en hryvnia. Et en hryvnia, ça veut dire 10 fois plus. Et ceci, en dépit du fait que l'Ukraine a sa propre production de gaz naturel, environ 20 milliards de mètres cubes par an, ce qui couvre entièrement les besoins de la population. L'un des dirigeants de l'Euromaïdan, Arseniy Yatsenyuk, a dénoncé à haute voix le précédent gouvernement, promettant une forte baisse des prix du gaz. Forte baisse, en effet. En tant que Premier ministre de l'Ukraine, Yatsenyuk a totalement oublié ses promesses. Mais il n'a pas oublié d'augmenter son propre salaire. Le président Poroshenko a également oublié ses promesses. Et il a reclassé la guerre fratricide qui a lieu dans le sud-est de l'Ukraine en opération antiterroriste, ce qui est une définition totalement erronée. Il avait promis aussi de mettre fin à la guerre en quelques jours, et à la place de cela, elle s'est poursuivie depuis 3 ans et demi. Selon les statistiques des Nations Unies de mai 2017, plus de 10 000 personnes ont été tuées, dont 3 000 civils. En outre, des dizaines de milliers ont été blessés et plus de 3 millions ont fui la région en tant que réfugiés, se rendant en Russie ou dans d'autres régions d'Ukraine. Les dépenses gouvernementales pour l'armée représentent maintenant 5% du PIB annuel. C'est énorme. Aucun pays n'a ça. Les estimations du coût affreux de la reconstruction du Donbass ravagé ont déjà atteint 50 milliards de dollars. Cela équivaut aux 2 tiers du budget de l'Ukraine pour 2018. Et plutôt que de forcer Kiev à respecter sa part des accords de Minsk de février 2015, qui, après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 17 février 2015, est devenu un document de droit international obligatoire pour tous les partis, les USA et les principaux pays de l'Union européenne ferment leurs yeux sur la position belliqueuse du régime ukrainien. Et je l'affirme, ce régime a un intérêt direct à poursuivre le bain de sang.
En effet, si la guerre venait à se terminer, le régime ukrainien devrait alors reconstruire l'infrastructure et les usines du Donbass qu'il a détruites et répondre à la population, surtout aux habitants des régions de Donetsk et de Lugansk, pourquoi il n'a pas rempli ses obligations sociales en tant que gouvernement et répondre aussi à ce génocide qu'il a entraîné contre le peuple de l'Ukraine. Chaque sondage d'opinion montre qu'au moins les 2/3 de la population de l'Ukraine exigent la fin de la guerre dans le sud-est de notre pays. Mais il y a d'autres forces qui prêchent l'idéologie misanthrope du nazisme. Il s'agit des mouvements néo-nazis, d'une sorte de fascisme. C'est une idéologie qui a été condamnée par l'humanité. Il y a différents partis, mouvements, bataillons de volontaires et organisations non gouvernementales néo-nazis. Ils sont généreusement financés par des oligarques et des sponsors ukrainiens en Occident, tandis que les présidents et d'autres dirigeants des États-Unis et des pays de l'Union européenne ferment leurs yeux sur ce fascisme ouvertement affiché. Ces gens ne cachent pas leur position ou leur idéologie. Ils ont nommé des rues et des avenues, non seulement à Kiev, mais dans toute l'Ukraine, d'après leurs idoles. Bandera, Shukevich, Konovalets, qui étaient des collaborateurs et des agents de services de renseignement de l'armée allemande. Le slogan « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros », ce qui avait été adopté en avril 1941 par les fascistes ukrainiens de l'OUNB, qui s'alliait alors avec Hitler pour combattre l'URSS. Et c'est une imitation du slogan des nazis « Heil Hitler, Sieg Heil ». Et après le coup d'État de Maïdan en 2014, ce slogan a été adopté comme un salut officiel. Les nazis sont complètement effrénés, ils ne se contentent pas de profiter des conditions d'anarchie, mais ils sont aussi parrainés par le régime. Et ils font des ravages dans tout le pays. Ils organisèrent le blocus du charbon du Donbass. Ils utilisent les méthodes des malfaiteurs pour saisir les banques, les compagnies, les magasins et les bureaux des entreprises et des partis politiques. Ils provoquent l'annulation de tournées d'artistes qu'ils n'aiment pas. Ils font pression sur les tribunaux d'une manière insolente et flagrante et ils ont tabassé des manifestants pacifiques, terrorisant ainsi toute la population du pays. Notre parti, le Parti socialiste progressiste d'Ukraine, et moi-même, en tant que dirigeant, en avons fait l'expérience directement. Je voudrais saisir d'ailleurs l'opportunité pour adresser mes plus sincères remerciements à tous nos amis du mouvement Larouche et l'Institut Schiller qui, sous diverses formes, articles, déclarations, manifestations et enquêtes parlementaires au Parlement européen, ont soutenu la lutte de notre parti pour une transformation progressive du monde et pour transformer l'Ukraine en une nation démocratique et prospère. En octobre 2017, on a appris que l'Ukraine allait rejoindre, malgré tout, le projet de nouvelle route de la soie en permettant aux trains de marchandises chinois de traverser son territoire en direction de l'Union européenne et en important des produits alimentaires tels que la farine, les bonbons et la vodka, huile de cuisson et ainsi de suite. En tant que citoyenne de mon pays, politicienne et scientifique, j'étais sincèrement heureuse d'apprendre que l'Ukraine ne serait pas isolée de ce projet du siècle. Mais malheureusement, je me dis aussi que dans un pays qui s'effondre, où l'économie est en retard, où une population est brutalisée, et où les bandes armées se déchaînent, il y a un danger que tout projet international sérieux soit mis à mal et détruit. Et si des bandes néo-nazis s'emparaient de centrales nucléaires ou des grandes usines chimiques ukrainiennes,
Qu'adviendra-t-il des couloirs de transport et des marchandises qui les traverseront? Par conséquent, la normalisation de la situation en Ukraine, la fin de la guerre fratricide, l'élimination des groupes paramilitaires et l'interdiction de l'idéologie néo-nazie et des partis et des mouvements qui la prêchent, toutes ces mesures sont nécessairement non seulement pour l'Ukraine elle-même, sont nécessaires non seulement pour l'Ukraine elle-même, mais pour toute la communauté internationale qui aspire au progrès et au développement. Ce n'est qu'alors que ce trou noir au milieu du continent eurasien pourra être éliminé. Ensuite, des conditions seront créées pour établir une base économique solide pour l'Ukraine et pour créer des millions d'emplois nouveaux et modernes, ce qui offrira les conditions au retour des émigrants dans leur pays, aussi de la croissance régulière des revenus et de la qualité de vie de la population. Et pour l'inclusion à part entière de l'Ukraine dans un modèle progressiste de civilisation mondiale où un ordre où, comme la Chine le propose, il y aura la paix au lieu de la guerre, la coopération au lieu de la concurrence déloyale, le respect au lieu de l'humiliation, l'abondance au lieu de la faim. Voilà ce que je souhaite pour mon pays. Merci beaucoup, Natalia. Cela devrait être compris par chacun d'entre nous comme une leçon qui vient du front du combat contre le fascisme. Et ça fait vraiment clairement le point que le libéralisme veut dire une dictature financière et que ensemble, nous devons mener ce combat avec ce projet et tout ce qu'on a pour ce meilleur futur. Merci beaucoup, Natalia Vitrenko.